Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Point de presse du ministre du Cadre de Vie ce vendredi. Didier Tonato a expliqué la décision du gouvernement relative à la nullité des ventes effectuées sur le domaine privé immobilier de l'État. Le problème du manque d'enseignants dans les écoles, collèges et lycées de Cotonou demeure. Quelques semaines après la reprise des classes, nous sommes retournés dans certains établissements. Vous suivrez dans ce journal le constat fait par Ibrahim Orou Nam. Et puis des centaines de policiers sont descendus dans la rue en France ces dernières heures. Ils réclament plus de moyens dans l'exercice de leurs fonctions. Et on l'apprend il y a quelques heures, le gouvernement du Burkina Faso dit avoir échappé à un putsch militaire le 8 octobre dernier. L'information a été communiquée ce vendredi. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres du 20 octobre dernier a décidé de la nullité des ventes effectuées sur le domaine privé immobilier de l'État en violation de la loi 2013-01 portant code foncier domanial. Au cours d'une conférence de presse donnée cet après-midi, le ministre du Cadre de Vie, Didier Tonato, est revenu en détail sur les raisons de cette décision. Suivez un extrait de ses propos. Notre pays s'est doté d'une loi foncière qui vise à assurer une bonne gouvernance foncière et domaniale tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales. Cette nouvelle législation fixe des modalités et des conditions d'aliénation du domaine privé immobilier de l'État et des collectivités territoriales. L'article 313 du Code, en son deuxième alinéa, dispose qu'un référentiel de prix de cession des immeubles relevant du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales est établi par le ministre en charge du foncier et adopté par la loi des finances. Le dernier alinéa de cet article précise que, en tout état de cause, toute aliénation de biens immeubles de l'État et des collectivités territoriales sur la base d'un référentiel de prix datant de plus de 3 ans est nulle et de nul effet. Ces transactions foncières immobilières opérées de manière illégale sur le domaine privé de l'État, notamment sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399, étant constitutives d'infractions punies par l'article 500 du Code foncier domanial, le gouvernement constate la nullité des ventes y effectuées, puisque ces ventes ont été effectuées sur la base du décret de 64 qui fixe des prix de cession extrêmement dérisoires. À titre d'exemple, les fonds de terre objets des titres fonciers 103 du livre de Cotonou, qu'on appelle généralement plage ouest de Cotonou, et 1399 du litre foncier de Cotonou, ex-champ de tir, cumulent plus de 200 hectares et concernent au moins 80 promoteurs. L'engraissement observé à l'ouest du port de Cotonou a même abusivement généré un TF 103 extension dans le livre foncier de Cotonou. L'effectivité de la nullité entraîne donc la définition de mécanismes et de modalités opérationnelles en vue de la réintégration des biens objets de transactions illégales dans le patrimoine immobilier de l'État. Ces modalités pourront permettre une régularisation des transactions effectuées par, entre autres, le remboursement des manques à gagner à l'État. À cet effet, il est donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances et au ministre du Cadre de Vie, Développement durable, de prendre les dispositions nécessaires en vue de faire cesser tous les travaux et toute exploitation en cours sur les périmètres concernés, pour les raisons que nous avons énumérées tantôt.
Une phrase retient toutes les attentions. Nous ne voulons pas du bâillonnement des libertés, la privation d'emploi. Elle est de Dieudonné Lokossou, le secrétaire général de la CSA Bénin et ses collègues. Les centrales syndicales tenaient une conférence de presse ce jeudi. Objet de cette sortie médiatique, donner leur position sur certaines décisions prises récemment par le gouvernement. Reportage. Suspension de 1045 agents contractuels du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, interdiction des activités des associations d'étudiants et relèvement de 618 directeurs d'écoles primaires publiques. Voilà entre autres les raisons qui ont fait sortir une fois encore les centrales syndicales. Cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas cautionner le bâillonnement des libertés, la privation d'emploi. On ne peut pas accepter ça. Le président Talon n'a qu'à voir son ministre pour qu'on revoie rapidement la copie. Pour les secrétaires généraux de ces centrales syndicales, la procédure de relèvement des 618 directeurs d'écoles primaires publiques est injuste. Cette manière de décharger les 618 directeurs-là est totalement injuste et inappropriée. Parce que sans contenu, nous autres, nous sommes contre cette injustice très flagrante. Ils sont également revenus sur le cas des 1045 agents suspendus au MAEP qui, contrairement à la note de service du ministre Delphin Koudandé, ne sont plus des agents contractuels locaux. Cette suspension ne saurait être acceptée. Nous sommes sur le même contrat, régi par le même décret que tous les agents contractuels de l'État recrutés au Bénin en 2014. Et nous ne savons pas en quoi nous avons péché pour que les gens soient en train de nous martyriser si tant depuis bientôt 5 ans, alors que nous sommes en train de contribuer inlassablement à l'émergence de l'économie de notre pays. Les collègues victimes de cette méchanceté ont été recrutés donc en 2012. Et le 5 mars 2015, il y a un extrait du relevé numéro 03 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance des 18, 20 et 26 février 2015 pour demander que leur situation soit régularisée. Ils ont été soutenus par l'UNSTB, représenté par son premier secrétaire général adjoint qui justifie ici les raisons fondamentales de sa présence. Ça voudrait dire qu'actuellement, compte tenu d'un certain nombre de préoccupations, de dossiers de la nation, nous sommes en phase d'abord sur les questions à défendre et également sur la méthode à défendre. En somme, cette sortie médiatique est un signal fort lancé au gouvernement par les centrales syndicales. Elle ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle annonce pour les prochains jours des sanctions dites musclées pour, disent-elles, contraindre le gouvernement de la rupture à remettre en cause certaines de ses décisions. Éducation à présent, nous l'évoquions le jour de la rentrée scolaire. Le manque d'enseignants dans les écoles, collèges et lycées publics de Cotonou. 2 semaines après la reprise des cours, nous sommes retournés dans certains établissements. Vous allez le voir, la situation n'a pas changé. Que font les responsables de ces établissements pour pallier ce manque de formateurs? Suivez ce reportage de Ibrahim Orounam et Denis Marouya. 5 groupes pédagogiques composent le complexe scolaire Kadiaon. Un des 5 a été fusionné aux autres par les autorités gouvernementales pour pallier la pénurie d'enseignants, mais hélas. Le problème d'enseignants demeure. Des gens tournent à 1 sur 6. Le seul directeur va jouer le rôle de 6 classes. On veut un bon résultat. Quel résultat ils auront? Moi, mon groupe a été rétrocédé. Pourtant, le problème d'enseignants demeure. Même constat au niveau des établissements publics d'enseignement général. Pour gérer la situation, leurs responsables sont obligés de prendre des dispositions bien particulières. Le manque d'enseignants dans les collèges ici au Bénin, c'est général. C'est général. Mais nous avons la chance d'être en ville et puis on se débrouille avec les vacataires. Les vacataires, les gens qui ont fait l'université et qui ont eu même des diplômes professionnels mais qui ne sont pas encore engagés. Nous, on essaie de prendre leur dossier et puis analyser et puis leur donner des classes, nous qui sommes en ville. Néanmoins, le manque toujours se fait sentir. Une situation
qui serait, selon les enseignants, à l'origine de la baisse du niveau des apprenants et justifierait peut-être les faibles taux enregistrés aux derniers examens nationaux. S'il n'y a pas d'enseignant dans une matière, je donne un exemple, si l'enfant est en 3e, il doit avoir 7 professeurs, il n'en a que 5, et les 2 autres, il n'a pas jusqu'à la fin de l'année, le risque d'échouer devient un peu plus grand. C'est-à-dire que l'enfant, l'échec, c'est-à-dire la probabilité de réussir devient faible. Vous voyez, au primaire, si l'enfant n'a pas de maître au CI, au CP, au C1, et c'est au C2 qu'il a le maître qui ne va que exécuter le programme de CE2, vous voyez déjà les difficultés que cela aura. Actuellement, par exemple, vous voyez, je suis actuellement au CM1. Mais les enfants avec qui je suis n'ont même pas le niveau CP en français comme en mathématiques. Dans mes enquêtes, il paraît qu'il n'avait pas eu de maître au CI, il n'avait pas eu de maître au CP. Alors, il faut faire la combinatoire. Auto, pour IP, je suis en train de faire ça au CM1. Le gouvernement, dans sa recherche de solutions aux problèmes, a décidé de recruter plus de 7000 enseignants pour les secteurs primaires et secondaires. Un effort certes salutaire s'il venait à être fourni, mais un effort qui ne va tout de même pas résoudre définitivement le problème de manque d'enseignants. Elles sont toutes des œuvres de l'esprit qui font impression sur la sensibilité. Il s'agit du slam, de la poésie et la musique traditionnelle. Y a-t-il corrélation entre ces différents arts? La réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et Denis Marouya. Ce soir, le soleil se lèvera par 1000 fois. Ce soir, chaque fille, chaque femme est un soleil. Ce soir, le poète se prosterne devant l'immensité de votre beauté, vous, gazelle des tropiques. La poésie est une œuvre en vers. Elle est l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue pour évoquer des images et provoquer des émotions. Des caractéristiques que partage aussi le slam, mais qui, contrairement à la poésie, n'existe que lorsqu'il est déclamé dans un public sur un rythme scandé. Toussaint Adiaho, alias Sergent Marcus, poète, slameur, artiste et journaliste, est bien conscient de cette nuance. Mais pour lui, il n'est pas question de faire une différence. Le slam vaut la poésie. Tu ne peux pas faire du slam sans faire de la poésie. Ce n'est pas possible. Sinon, tout le monde deviendrait slameur. S'il suffisait de savoir écrire 3 ou 4 mots sur un papier et pouvoir le lire dans un micro, tout le monde peut être slameur. Non, le slam, c'est de la poésie. D'autres vont peut-être relativiser et dire c'est la poésie écrite pour l'écoute qu'on pourrait différencier de la poésie écrite pour la lecture. Il y a d'autres courants de pensée de slam qui pensent autre chose, qui pensent que le slam, que c'est plus c'est une communauté. Ils vont jusqu'à définir en lui donnant, en faisant du slam un sigle. Scène libre, homo, c'est un néologisme, c'est un sigle. Sinon, le mot slam, c'est parti de l'anglais. La poésie, donc le slam, tire incontestablement leurs origines dans la transmission orale, la musique et la danse. Mais entretiennent-ils pour autant une corrélation avec la musique traditionnelle? En vérité, il n'y a pas un rapport originel de la poésie avec la musique traditionnelle. Mais c'est moi qui, toujours dans cette recherche identitaire, me suis dit que quand les autres, dans les autres pays, utilisent le violon, utilisent des instruments de leur musique, nous, il faut qu'on utilise aussi les instruments de notre musique pour accompagner la poésie, puisque ma poésie parle des réalités de chez moi, parle de ce que je vis, de ce que vivent les miens. Et comme ce n'est pas de la, ce n'est pas de la musique dansante, donc il faut alors davantage creuser l'identitaire, creuser l'originalité en allant vers les musiques traditionnelles. Tout dépend de l'orientation textuelle. Il y a des textes que je ne conçois pas avec une musique étrangère. Mais il y a des textes comme par exemple celui-là, Au clair du soleil, des textes comme les traces, sur les traces du temps que je vais faire avec Bessie, où je dis, oui, c'est le feu sacré arraché aux entrailles de la terre, de notre terre. Terre que vous avez chérie de vos doigts, de vos voix, de vos plumes, de votre sagesse et de vos prophétiques envolées.
marquant au fer rouge la poussière évaporée de mon sol argile, la fumée arrachée à nos feux de bois, à nos feux de foyer, à nos feux de brousse et à nos foyers en feu. Ce qui est certain, avec leur liberté et leur créativité, le slameur et le poète sont capables de faire apparaître et disparaître toute corrélation entre ces différents arts que sont la musique traditionnelle, la poésie et le slam. Et puis une trentaine de militaires, des sous-officiers et des militaires du rang appartenant à l'ES-GAD rapprochés de l'ex-président Blaise Compaoré projetaient de renverser le 8 octobre dernier le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. L'information a été communiquée ce 21 octobre au cours d'une conférence de presse par le ministre de la Sécurité intérieure. Benin City a un nouveau roi, son nom est Ouareg II. Il a été couronné ce jeudi au Nigeria dans l'une des plus anciennes entités politiques traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest. Benin City vous rappelle certainement le Bénin. Eh bien, son nom, le nom est inspiré de ce royaume nigérian. Donc, c'est inspiré le régime massiste béninois des années 70 pour changer le nom du Dahomey. Je vous propose d'écouter le tout nouveau roi du Benin City. Aujourd'hui est un jour important pour les citoyens de Benin City. Aujourd'hui, on couronne notre roi. C'est le couronnement. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. En Côte d'Ivoire, une manifestation initiée par l'opposition a été dispersée ce jeudi. Elle a été marquée aussi par l'interpellation de plusieurs leaders de l'opposition. Eh bien, ces leaders ont été libérés. Dans la foulée de cette libération, ils ont donné une conférence de presse pour critiquer le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire, qualifié de projet de la rupture. On les écoute. En France, la nuit dernière a été bruyante. Des policiers y ont manifesté. Ils réclament plus de moyens dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage. Des centaines de policiers français ont occupé ce jeudi soir l'esplanade du Trocadéro, point de départ d'une marche à travers Paris. Ils manifestaient ainsi leur colère, leur sentiment de ras-le-bol. Ceci contre le manque de moyens dans l'exercice de leurs fonctions et le sentiment d'impunité octroyé aux délinquants. C'est un sentiment de ras-le-bol, c'est un sentiment de ne pas être écouté, c'est un sentiment de ne pas être épaulé, de ne pas être suivi. Voilà, ce qu'on dit tous, on a tous ces mêmes revendications. Hein. Voilà, manque d'écoute, manque d'attention, on voudrait avoir une justice un peu plus présente, une hiérarchie aussi un peu plus présente. Cette manifestation n'est qu'une continuité d'un mouvement né d'une violente attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers à Véry, Châtillon, le 8 octobre et qui continue de faire tache d'huile, car la sécurité des hommes en uniforme est remise en cause. Je pense que de là-haut, ils ont complètement oublié la réalité du terrain et c'est l'appel en détresse puisqu'on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens et on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à peine à assurer notre propre sécurité en tant que policiers sur le terrain et c'est ça qui nous préoccupe. Donc pour aller protéger les citoyens, c'est de plus en plus difficile. Surtout au niveau juridique, on attend un meilleur suivi des interpellations parce qu'on arrive à interpeller des gens pour plus de 80 délits et ils sont toujours dehors. Donc la réponse judiciaire, la réponse pénale est vraiment loin du compte. Ils étaient près de 500 policiers à protester dans la nuit de ce jeudi à vendredi, malgré les tentatives d'apaisement du gouvernement. Et face à cette mobilisation qui s'étend, Manuel Valls, le Premier ministre français, a exhorté les policiers à continuer le dialogue afin de trouver satisfaction à leurs revendications. Par ailleurs, le gouvernement condamne l'utilisation politique du mouvement par l'opposition. Et puis du sport, pour mettre fin à cette édition, Luis Suarez a reçu ce jeudi son soulier d'or. C'est le 2e de sa carrière. Cette récompense est attribuée au meilleur buteur des championnats européens d'une saison. Le footballeur du Barça décroche cette récompense grâce à ses 40 buts de la saison 2015-2016. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.